Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Hello, hello. Il y a un petit moment de latence quand même. Hein. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ça va, Clément? Eh bien, ça va. Et toi? Ça va super. Mad Ça, Max c'est il bon. commence et voilà. Et voilà, il est parti. Ça y est, il a plus d'argent. Il a plus d'argent. Je lui la paye, c'est bon. C'est bon. Je claque la paye, les gars. Bah du coup, je suppose que ça va bien, Mad Max? Écoute, oui, ça va très très bien. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dites-nous dans le chat si tout va bien au niveau des micros, si vous nous entendez super bien ou pas d'ailleurs. Ça se trouve, vous nous entendez pas et on parle dans le vide. Dites-nous. Par quoi changer de coupe? Putain, ça y est, Scarlix, ça commence. Coucou, monsieur Scarlix. WAG, ça sur 5. Et bah voilà, bah, c'est parfait. Parfait. Et bah, tant mieux. Bah écoutez, aujourd'hui, on va avoir 3 grands sujets. Mais avant d'attaquer, on va avoir une petite présentation de Mad Max, qui, non, du coup, n'est pas Marco. Mad Max, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ce que tu as envie, enfin, pardon, ce que tu veux, te présenter rapidement. Je vous parle de mon enfance. C'est ça. Non, alors pour ceux qui n'auraient pas regardé les dernières émissions entre jeux studio, notamment la présentation pour le jeu de rôle Star Wars ou même la partie de Super Fantasy Brawl, moi c'est Mad Max, aka le chat geek pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc vieux joueur de figurines depuis Bello maintenant 21 ans la figurine. Et puis voilà ce que je peux dire. Je joue un peu à tout. Les jeux auxquels je ne joue pas se comptent sur les doigts d'une seule main. On va dire sur peut-être 3 doigts. Donc voilà. C'est ce qu'on peut dire. Mais c'était rapide, dis donc. Moi je fais bref, je suis simple. J'aime le mystère. Cet homme est mystérieux. Le mystère est venu un petit peu sur lui, intéressant. Alors, bah écoutez, je pense qu'on va commencer gentiment et tranquillement par ma petite partie, mon humble contribution à cette soirée. Donc, nous allons parler de Warhammer 30 000 et non pas 40 000. Je sais que d'habitude, vous avez cette vieille habitude que je vous parle de 40K, 40K, 40K. Voilà, non. On va aller explorer 10 000 ans avant. Donc l'univers de Warhammer 30 000. Est-ce que Mad Max y joue à 30K? Enfin, est-ce que tu connais 30K plutôt? Alors, je connais 30K, je suis un aficionados des bouquins. J'en ai quelques-uns, même Ouais. des toutes premières éditions, les faux dieux et tout ça. Donc, Yes. c'est vrai que cette annonce me hype pas mal. Ah, quand même. Et toi, Clément? Je connais de nom, mais je ne joue pas. Je t'avouerais, Ok. je crois qu'on l'avait déjà évoqué, mais seul truc qui me chauffe un peu là-dedans, c'est vraiment le côté tu peux jouer ton Primark, et ça c'est stylé, je trouve. Ouais, carrément. Mais on va y revenir justement. On va y revenir à ces petits Primark. Bah, du coup, effectivement, Warhammer The Horus Heresy. Donc, comme vous le savez, ça va être précommandable ce samedi à 11h. On va pouvoir commencer les précommandes salement, on va dire. Sur le site de Games Workshop ou sur vos partenaires, vos boutiques près de chez vous. Ouais, effectivement, Mad Max, t'as raison, l'argent va couler à flot. Est-ce que la régie pourrait passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc voilà le contenu de cette massive boîte qui pèse lourd dans le game. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a du people. Alors tout de suite, on va parler tarifs. Apparemment, des informations qui seraient plutôt sûres, et en tout cas, j'ai vu dans pas mal de forums, pas mal de vidéos, où des gens ont annoncé un tarif de 225 € pour cette boîte. De toute façon, dès que les boîtes sont annoncées en préco, le lundi qui suit, tu as les tarifs officiellement, tu peux les avoir sur le site. En fait, les sites revendeurs sont mis à disposition, donc tout ce que tu as vu, Okay. c'est fiable, quoi. C'est fiable, bon bah ok, bah c'est parfait. Ouah, qui nous dit qu'est-ce qui est arrivé à Guillaume, il y avait un quota max de roues.
On peut pas tous les mettre en même temps à la caméra, je suis désolé. Alors effectivement, que la barbe rousse. alors on va faire un petit moment penser effectivement à Guillaume qui n'a pas pu venir à cette soirée, à qui on pense fort à lui. On fait aussi un bisou à Marco et à Keycord, voilà, qui n'ont pareil, qui ont pas pu être des nôtres ce soir, mais à qui on a une grosse pensée. Voilà, donc du coup, voilà, on a un petit peu remanié l'équipe et on a Mad Max qui est apparu. Donc du coup, on retourne sur cette petite boîte magnifique. Donc effectivement, vous avez des dés, vous avez des gabarits, vous avez le livre de règles qui est normal. Et on va regarder, si tu veux passer à la diapo suivante, s'il te plaît Clément, à ce qui nous intéresse un petit peu plus. Figouze. Les figouses. Alors, dans les figouses, nous allons avoir 40 légionnaires Space Marine. Donc, je vous fais le total global, c'est bien sur les deux images. Vous avez 10 Terminators Cataphracti, en carapace, là, ce que vous pouvez voir du côté des Imperial Fist. En haut à gauche, effectivement, vous avez un Dreadnought Contemptor, plutôt de l'autre côté, cette fois-ci, et un char Spartan, donc c'est un espèce de transport lourd qui fracasse bien comme il faut. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir en disponibilité. Donc bien sûr, après, vous avez les deux seigneurs qui vous d'ailleurs je vais recommencer, qui sont disponibles aussi. Je bégaye un peu ce soir, c'est pas bon ça, si je commence déjà ce soir à bégayer. Voilà. Pas mal de figues. Très honnêtement, c'est quand même impressionnant parce que t'as un char qui. Alors je n'ai plus les tarifs sur Forge World, pareil pour le Dreadnought Contemptor, j'ai plus les tarifs de tête, mais ça vaut assez cher. Ça peut au moins valoir facilement la moitié de la boîte. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'on a là en visuel pour le prix annoncé. Qui dit le contenu de la boîte me rappelle le nombre de figues qu'il y avait dans mes premières boîtes de jeux dans les années 90, mais le prix a au moins triplé depuis. Ça c'est clair, je pense. Ça serait bien d'ailleurs un jour qu'on essaie de retrouver les anciens tarifs des premières boîtes sur Warhammer Battle ou sur 40K. Je pense que ça mettrait une claque à pas mal de personnes. On va déprimer. Est-ce que tu passais à la diapo suivante, s'il te plaît, Clément ? Oui. 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 Donc là, effectivement, vous avez le visuel. Donc les Imperial Fist contre eux. Alors, j'ai un doute. Est-ce que ce serait pas. Je pense que c'est les Sons of Horus. Ce sont les Sons of Horus. Ouais. Ok, bon, ça, j'ai pas trop bugué. Est-ce que je passe à la diapo suivante ? Je trouve que la répartition est assez particulière entre les deux armées. Tu peux revenir vite fait sur celle-là. Je trouve que côté Sons of Horus, t'as une chier de mecs de base en fait. Bonjour, il y en a quelques-uns qui ont des armements. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit des armements spéciaux. Non, ils ont vraiment le truc basique quoi. Pas de spécial. Je pense qu'il n'y a pas d'armes spéciales dans le. J'ai un doute, mais quand je les regarde, ils sont tous pareils. Ils ont tous une espèce de baïonnette tronçonneuse et après c'est un bolter, quoi, basta. Les mecs de base uniquement. Après, est-ce qu'ils auraient pas plutôt des règles spéciales justement pour des mecs peut-être liés à la masse, j'en sais rien. Honnêtement, alors je vais vous dire une chose. Sur Warhammer 30 000, pareil, j'ai envie de découvrir le jeu avec cette boîte parce qu'il y a une boîte qui était sortie, Burning of Prospero, où il y avait les Space Wolves contre les Thousand Suns. J'avais pas mis le nez dedans parce que à l'époque ça me tentait pas trop. Là, clairement, au vu de ce qu'il y a, et je vais en reparler après, de la masse de choses qui vont graviter autour, je pense qu'il faut y aller. Ce qui disait, franchement, c'est la première fois depuis longtemps que je vois une boîte aussi remplie à un tarif raisonnable chez Games Workshop. Mais carrément. Oui, belle chose. Donc effectivement, sur la diapo suivante, on va avoir donc le livre de règles et après on va avoir deux bouquins qui vont être ultra importants. Mais il va falloir bien choisir. Vous allez avoir d'un côté les Space Marines hérétiques, donc ceux qui sont rebellés contre l'empereur, et de l'autre côté ceux qui sont restés loyaux, les loyalistes, qui du coup vont essayer de s'en sortir face à Horus. Donc là, pareil, avant d'aller acheter ces bouquins qui vont servir du coup à créer votre armée, créer votre légion plutôt, créer votre légion, oui, on va dire aborder une légion, il va falloir choisir un camp. Celui des hérétiques ou celui des loyalistes. Après, vous pouvez choisir les deux si vous voulez, mais bon... Et toi t'es quoi ? T'es quel camp, toi ? Je suis un pur loyaliste, hein. Les mecs, je suis Dark Angel. Dark Angel. Lionel Johnson Forever d'ailleurs. C'est sujet à caution. Je peux vous dire que voilà, attention, hop. Là, ça c'est une édition rare du bouquin Lionel Johnson. Il n'y a eu que 2500 exemplaires. Et je peux vous dire que je suis un méga fan. Donc voilà. Et t'es toi, Mad Max
Mad Max par curiosité. Alors moi, en fait, j'ai une armée déjà de 30K, mais qui n'en est pas une, puisque je l'avais acheté pour faire du 40K, c'est du World Eaters. Ouais. Donc Ok. elle va finir en 30K, faut juste que je prenne le bouquin. Et je me suis laissé tenter par de l'Imperial Fist sur 30K, j'ai eu la figurine Black Library, que je l'ai peinte. Je me dis peut-être que en loyaliste, ça peut se faire. Voilà. Ok. D'accord. Donc on a un Et toi, côté Thibaut? loyaliste. En vrai, j'hésite. Alors, je pense que juste à cause d'une figurine, moi, je partirais chez les Blood Angels. Ça serait pour le Sanguinus? Primarch, ouais, Sanguinus, l'ange. Avec ses ailes, ouais. Tellement stylé, tu vois. Après, il y en a quelques-uns où les figurines sont assez sympas en hérétique, mais ouais, je pense que ça serait du Blood Angel, hein, à mon avis. Ok, ok. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous envoyer peut-être un petit, comment on appelle ça? Un petit, attendez, j'ai retrouvé le nom, ça y est, je réfléchis, un sondage. Quel camp vous allez choisir, loyaliste ou hérétique? C'est important de savoir dans le chat. Est-ce que vous êtes plus de quel côté vous êtes? Est-ce que vous vous sentez plus pour l'empereur, plus contre l'empereur? J'en sais rien. À vous de voir. À vous de voir. Est-ce que tu pourrais passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Ouais, attends, je suis en train de teaser des trucs là. Attends. Tac. Excuse-moi, J'arrive. laisse-moi teaser tranquille mes trucs là. Bulgros a dit orc. Oui, effectivement, les orcs étaient déjà là à cette époque. Alors, du coup, si vous commandez sur Games Workshop, donc du coup le site Games Workshop, dans la limite des stocks, donc c'est-à-dire qu'il va falloir y aller à fond, hein, on va pas se mentir, vous allez avoir une boîte avec des jetons, réactions et des cartes. Alors bon, elle n'est pas non plus forcément super méga giga utile, mais Ouais, indispensable. voilà, c'est un petit cadeau qui est sympa. Après, j'aimerais vous dire une chose. Personnellement, j'ai pendant très longtemps commandé chez Games Workshop. D'ailleurs, récemment, Clément en parlera tout à l'heure, une dernière boîte qui est sortie avec les Skaven et nos chers amis les Sylvanettes. J'ai commandé directement sur Games, mais je vous invite quand même à commander sur les boutiques près de chez vous, à commander sur des sites internet, des boutiques françaises, parce que ça les fait vivre. Hein. On va pas se mentir que le Covid, il a fait quand même pas mal de mal et pas mal de nettoyage. Donc n'hésitez pas à commander chez eux et pas forcément directement chez Games, même si vous voyez, ils ont des petits cadeaux pour les premiers à arriver. Donc voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. La régie. Donc comme on parlait tout à l'heure, effectivement, on a plusieurs kits qui vont pouvoir se rajouter à cet achat de boîtes. Donc là, par exemple, c'est le kit arme lourde avec le 10 lance-missiles que vous aurez à l'intérieur et 10 bolters lourds. Sur la diapo suivante, vous aurez, attention, ceci va se faire de tête. D'ailleurs, c'est bien simple. Vous allez avoir un lance-flamme. Alors, vous allez avoir des lance-flammes, des pistolets à plasma, des fuseurs, des canons Volkit de mémoire, et je crois que c'est tout. Je vois. Donc, canon en plasma. Donc Ils voilà, sont à vous combien aurez ces boîtes-là? de quoi. Mais je n'ai pas regardé les tarifs, je t'avouerai, de ces boîtes-là. Ah. Je me suis renseigné que sur la grosse parce que. Parce que, enfin, Voilà. tu vois, pour le coup, je trouve qu'elle est. Enfin, vu comment est fait la répartition de la boîte, je pense que ça va devenir très important pour les Son of Horus qui sont majoritairement sur des nabos comme ça, et donc pour qui l'armement spécial va être sans doute, on va dire, la voie de secours pour affronter des blindés et du Terminator. Quoi. Carrément. D'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais passer à la diapo suivante? Ouais, c'est parce que t'es gentil. Parce que je suis gentil. Alors là, on va avoir du lourd, du très très lourd, hein, cher Michel. On va avoir d'un côté, donc celui à droite, vous le connaissez, hein, je pense, c'est le char Rhino, hein, la version Demos, hein, qui est spécial 30K, qui est très connu. Et vous avez le char lourd, le Kratos, hein, à votre gauche, qui lui est là pour casser des bouches salement. Donc on va avoir le canon classique, le canon lance-flamme et le canon à plasma. Franchement, tu vois, ça me rappelle un peu le châssis Sicarus. Euh, je sais pas pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Oui, effectivement, le char Demos, c'est la version old school du Rhino actuel. Non, franchement, c'est assez sympa ce char. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? C'est juste beauté.
Alors, annonce d'aujourd'hui, le Dreadnought Léviathan, celui à... Attention, je dis juste bonjour monsieur Astier, c'est mon bro à moi, voilà, c'était le coup de cœur d'aujourd'hui. Le Dreadnought Léviathan, donc qui a fait très longtemps mal, je me souviens, je crois que c'était sur la V8 ou V9, hein, V8. ouais, non, je crois que c'était la V8, ouais, qui faisait mal sur toutes les tables, je m'en souviens, les mecs qui jouaient Iron Hands de mémoire. Ça cassait des bouches salement. Donc là, il va arriver en mode plastoc, donc c'est vachement cool. Ah oui, je veux savoir. 30K d'habitude, c'est sur Forge World, ça coûte une blinde. Là, on va avoir la chance d'avoir du plastique qui coûte beaucoup moins cher. Donc forcément, c'est beaucoup plus cool. De ce que j'ai compris, par contre, les Primark, eux, resteront résine. Ouais, faut pas déconner, hein, faut bien donner des emplois à... faut bien donner des emplois à nos chers amis de Forge World. Ouais. Mais voilà, mais, les hérétiques remontent effectivement. dans le sondage, attention. Oh non, c'est mort. Restez loyalistes, messieurs, dames. Restez loyalistes. Peux-tu passer à la diapo suivante, Bien sûr. s'il te plaît? Ah putain. Les 7 2D à 30 balles, ça. Ça, ce sont des dés, donc pareil, j'ai pas encore regardé les tarifs. Vous Les avez tarifs, donc du coup 18 dés. Oui, bah, à mon avis, c'est du 30 balles, hein, facile. 18 dés, enfin 18 sortes de dés. À chaque fois, il y en aura 20 par boîte. Très honnêtement, c'est kitsch, mais moi, je les trouve très beaux. Voilà, c'est juste du plus, c'est pour augmenter le panier, on va dire, facilement. Passer à 225, tu rajoutes 30 balles de dés, 255, ça plus le bouquin loyaliste ou hérétique, je pense que mon avis, tu vas sortir avec un panier à 300 facile, si derrière t'as pas chopé des armes lourdes ou le char et compagnie. Et le prix, t'as compté le Primark à 100 balles là-dedans? Ouais, en plus. Bon, bah, à mon avis, je pense que les paniers ce week-end, ça va arriver à 500-600 balles. Facile. Mais voilà, personnellement, moi j'adore, surtout ceux des Dark Angel. Alors, moi, j'ai eu la chance de choper les dés Dark Angel à l'époque de la V8. J'ai chopé 2 boîtes comme un rat mort, j'étais hyper content. Je m'en sépare jamais, à chaque fois que je joue avec. Mais là, je pense qu'effectivement, je vais peut-être prendre 2 fois 20 dés. À mon avis, je vais sauter sur l'occasion. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Tu vas prendre 60 balles de dés là? Ouf, ouais. Tu vois, quand tu le dis comme ça fait bizarre. Hein. Quand tu dis je vais mettre 60 € dans vos 40 dés. Tiens, tu veux des dés? Attends. Non, mais ça va. Ah tiens, regarde, j'ai ça si tu veux. Voilà, c'est... Donnez des subs à la chaîne pour qu'ils puissent je puisse avoir des dés, s'il vous plaît. Non, mais justement, je vais prendre rendez-vous avec le président bientôt pour me subventionner. Ah ouais, il y a besoin, mec. J'ai créé un dossier. Ah, alors là, c'est un petit concours, un petit blind test pour Mad Max, parce que je savais qu'il suivait un peu 30 000 quand même. Tu vois, j'ai posé la question, mais bon, de loin, je savais. Mad Max, je vais te dire à chaque fois le nom des Primark. Est-ce que tu pourras me retrouver la Légion qui va avec? Eh, vas-y. Ok. Donc, en premier, nous avons Lion L. Johnson. Angel. Ok. Jagatai Khan. Escar. Lehman Russe. Wolf. Rogaldorn. Imperial Fist. Sanguinus. Cloud Angel. Ferus Magnus. Iron Hand. Gulliman. Ultramarine. Vulcan. Salamanders. Corvus Corax. Vanguard. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Attention, un peu plus dur, on va passer aux hérétiques. Et là, donc, Fulgrim. Imperial Children. Perturabo. Iron Warriors. Conrad Kurz. Nightlord. Angron ou Angron, ça dépend. World Eaters. Mortarion. Asgard. Magnus the Red. Sazan Sons. Horus. Sons of Horus. Ou appelé. Luna Wolf. Bien. Et Lorgar. World Bearer. Et Alpharius. Alpha Légion. Bon, bah très bien. Tu pourras revenir dans une prochaine émission, bravo. Et il a fait un 100%. Non, il a fait un 100%, faut le dire. Il a fait un 100%, il nous a sorti comme ça. Ils sont tous là? Ils sont tous là. Enfin, je veux dire, ils ont révélé toutes les légions, il n'y en a plus aucune d'inconnue. Ah si, il t'en reste 2. Il y avait 20 légions, il y en a 2 qui sont inconnues. Ok. T'en as 2 qui sont toujours perdus dans le warp.
mais enfin, perdu dans le warp, en tout cas inconnu, caché et compagnie. T'as beaucoup de personnes, t'as beaucoup de personnes, je vois des fois sur les réseaux, ah bah tiens, ça se trouve c'est les Grey Knights qui sont telle légion, ou ah non, Ouais. ce chapitre-là se rapproche telle légion, enfin bref. Je rentre pas dans ces délires de débat et compagnie d'Illuminati conspirationnistes de lézards. Hein, pour moi, ils n'existent pas encore, enfin, ils sont pas encore découverts et on s'arrête là. Du coup, peux-tu passer à la diapo suivante, très chère régie adorable? Je puisse. Donc ça, ce sont des tokens que vous pourrez retrouver dans votre boutique Games Workshop. Donc pareil, si vous passez dans votre boutique, je vous invite aussi à commander dans les boutiques Games si jamais vous n'avez pas le choix, ou même du coup ça leur fera aussi un petit peu de visite à ces gens-là, parce qu'ils sont quand même fort agréables. Donc vous aurez des tokens de dégâts pour les véhicules. Vous avez aussi bref, des petits porte-clés, des petits pendotifs, des petits sacoches, bref. C'est assez sympa, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Alors, faut acheter hein, pour les avoir, bien sûr. Hein, si vous ne défilent pas comme ça. Mais voilà, c'est assez sympa et ça le mérite. En tout cas, d'y aller. Peux-tu passer à la diapo suivante? Et enfin, la dernière news, donc là on a quitté l'univers 30 000 et on va passer à 40K rapidement. C'est la figue du mois de juin que vous pouvez retrouver chez vos Games Workshop. Donc c'est un Space Marine du chaos, hein, voilà, c'est assez sympa avec son bolter lourd. J'aime bien la figue, bon, elle n'est pas extraordinaire non plus, elle est juste sympathique. Et donc du coup, voilà, c'était pour finir en toute beauté. Qui nous dit Tig, Warhammer 30 000 après 20 000, dit ma future TV. Du coup, je vous demande, est-ce que vous seriez partant, entre guillemets, pour aller prendre une boîte ou pas? Ou peut-être prendre après juste simplement des boîtes de 20 légionnaires ou 30 légionnaires, je ne sais pas par combien ils vont être vendus, peut-être par 10, sûrement par 10 d'ailleurs. Clément, est-ce que toi ça te chauffe 30K ou tu vas te dire non, je reste sur AOS, laissez-moi tranquille? Bah, en fait, ça pourrait me chauffer. Mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment jouer à Primark. Donc, je pense que je commencerai vraiment par genre, j'achète le Primark, je le peins, et après, j'achèterai les Gus autour, tu vois, pour me faire les petites listes un peu autour du Gus. Donc, il faudrait que je me renseigne sur les règles, évidemment. Mais je pense que ça serait vraiment ça, tu vois. Si je joue à 30K, c'est pour avoir un Primark. Donc, je pense que c'est d'abord je l'achète, je le peins, et ensuite, je verrai pour le reste. Ça marcherait comme ça. Juste avant d'interroger Mad Max, est-ce que vous avez vu le résultat ou pas de des Sondage. votes? Yes, moi j'ai le résultat si tu veux. Eh bah, dis-nous tout. Eh bien, écoute, ce sont les loyalistes qui ont gagné. Merci. 53%, donc 10 votes contre 9 votes. C'était serré. Très bien, bah effectivement, hein, comme dans 30 000, hein, ça a été serré. Donc merci, gloire aux loyalistes, gloire à l'empereur, et puis les autres, vous partez dans le warp et vous pleurez vos races. Mad Max, dis-nous, est-ce que toi tu vas l'acheter, cette petite boîte? Alors non, je vais pas prendre la boîte pour plein de raisons, mais la première en fait, c'est vraiment ce tarif. Il y a moi, alors c'est pas de la critique gratos de Games, mais il y a un palier psychologique qui est passé de 200 €. J'ai du mal à me dire, je vais lâcher 200 € en une fois pour une boîte, quoi. C'est un palier psychologique qui est du passé. Je vais acheter des choses hein, pour 30K, puisque j'ai une boîte de MK3 qui attend dans son blister justement la nouvelle sortie d'Horus Heresy. Donc j'achèterai récemment des boîtes en complément, tout ça, mais je préfère, même si ça me coûtait plus cher, étaler ça sur le temps plutôt que de lâcher 225 € d'un coup. Voilà, psychologiquement, je peux pas me dire non, je peux pas. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Bon, j'essaie de pousser Tigurius à acheter la boîte. Je sais pas pour vous, est-ce que vous allez acheter la boîte ou pas dans le chat? Wag nous dit Clem, tu ferais quelle faction custode pour être d'accord avec ta vitrine de Stormcast, je suppose que tu as voulu dire de Sigmar. Ouais, non, je pense que c'était les fameux Storm Marine. Normalement, c'est les Sigmarines qu'ils appelaient ça. Sigmarine. Les Sigmarines. Moi, je pense que ce que je disais tout à l'heure, ça serait sans doute du Blood Angel. Grande chance que ce serait du Blood Angel. Après, tu vois, je réfléchissais un peu côté traître. Qu'est-ce qui pourrait être cool? J'aime bien la fille d'Alfarius, mais
Très, très intéressant le background des Alpharius et Omegon. Ils sont tous Alpharius, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça, en fait, tu mets une figurine et tu la perds au milieu des autres figurines. Effectivement, ouais. Du coup, quand tu les extermines, il suffit. Enfin, quand tu extermines, quand t'en tues un, non, effectivement, bah non, en fait, c'est moi, bah non, en fait, c'est moi, bah non, en fait, c'est moi. Donc, effectivement, les mecs te rendent ouf, mais non, très, très intéressant. Mais écoutez, moi, cette boîte, j'ai décidé de travailler au corps ma douce épouse pour qu'elle me l'offre. Euh, Parce que, voilà, on va dire qu'avec le Batman, je peux vous assurer que les finances sont au plus bas. Mais très honnêtement, 225 €. Moi, je fonce. Je fonce et la boîte, clairement, je la partagerai pas avec un copain. Parce que justement, me faire une armée entière avec 40 légionnaires et 10 cataphractes, enfin 10 Terminators, plus le char, plus le dread et compagnie. Limite, je vais exagérer, mais ça serait peut-être une boîte cette année et une autre boîte l'année prochaine. Histoire d'avoir une belle armée 30 000 et franchement, je pense que ce jeu va durer, va faire sa petite place parmi les gros poids lourds qui est Age of Sigmar et 40K. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez quand même une chier de livres sur l'Horus Heresy, mais un truc de dingue. Vous n'avez pas que les Space Marines, vous avez aussi les Custodes, vous avez aussi les Sisters of Silence, vous avez tout un tas de choses qui vont se rajouter après sur l'univers 30K. Vous avez aussi la Garde, vous avez aussi les démons, parce que les démons étaient déjà là à cette époque-là. Les orques aussi. Et on peut jouer des armées de démons ou pas? Ou c'est qu'en accompagnement d'une légion de traîtres? Là pour le coup, je ne sais pas. Je pense que oui, tu peux jouer que des démons, parce que tu as bien des armées qui ont rencontré des démons, donc oui, pour moi, oui. Par exemple, je me souviens, je crois que dans le lore, t'as les. Comment ça s'appelle merde. Jakataikan. Ça y est, j'ai perdu le nom, tu l'as dit tout à l'heure. Ah, les Weskar, voilà, désolé. Qui ont rencontré les démons, ils savaient déjà qu'ils existaient, donc bon, ça m'étonnerait pas que tu puisses les jouer, mais je pense que ça serait sympa, ouais, effectivement. Et puis en plus de ça, vous avez énormément de contenus qui sont balancés par Games. Donc clairement, je pense qu'effectivement, ils vont miser dessus et ça va devenir un troisième poids lourd qui va s'installer. Alors, pas autant, je pense, que 40K et AOS, mais à mon avis, ils vont s'installer. Ça prend une bonne place, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Scarlix? Moi, non, je n'achèterai pas parce que je suis une personne raisonnable et raisonnée. Scarlix, je t'attends avec ton armée de 30K le mois prochain. Je t'attends à la maison, j'ai un fût de bière, vas-y, c'est parti. Wag, il y a trop de romans sur HH. La première fois que j'ai voulu investir dans la collecte, j'ai vu le nombre, j'ai fait le total, j'ai fermé la page. Wag, n'hésite pas à venir me MP, j'ai peut-être une solution. On dit pas plus. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fini sur Warhammer 30 000, je vais pas trop non plus, on va dire, me imposer sur le temps et blablater, mais en tout cas, petit résumé. Le 4 juin à 11h, ouverture des commandes. À mon avis, je pense que le site va être vite saturé, parce que Games Workshop, comme on sait, sont très forts en informatique et donc du coup la saturation arrive très vite. Si vous voulez faire une bonne action, allez directement dans votre boutique ou commandez sur vos boutiques respectives pour faire marcher la société française et les petites boutiques françaises. Et si jamais vous voulez rester quand même fidèle à Games Workshop, passez chez directement les boutiques. Ils seront ravis de vous accueillir et je suppose que vous repartirez avec plein de goodies. Voilà, j'ai fini. Il a fini. C'était beau. C'était pas mal. Et petit détail qui tue, ça sort, Oui. il y a 15 jours de préco et ça sort le 18 juin, soit la veille de la fête des pères. Ils sont forts chez Games, ils sont très forts. C'est clair, sachant que je suis papa, donc comme mon fils a à peine 2 ans, il m'a dit écoute papa, j'ai envie de te l'offrir, c'est gratuit, allez vas-y c'est parti. Donc voilà. À qui le tour? Et puis écoute, on a une petite news vite fait, petite news assez rapide. Hop, je mets vite fait le titre, histoire d'avoir quelque chose. En fait, je me dis, je vais même pas aller chercher l'image, je vais vous chercher un petit truc quand même pour blablater. Qu'est-ce qu'on a comme information sur AOS assez rapidement? On a eu la boîte que PC doit avoir pas loin de lui d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, c'est quoi? C'est
Il y a Doom Echo dedans, j'ai of oublié. the Doom. Echo of the Doom, qui vient de sortir depuis semaine dernière maintenant, donc une bonne semaine, avec du Sylvanet et du Skaven. On savait que les Battle Tom Sylvanet et Skaven du coup allaient arriver cet été. Yes. Et on a un peu des petites news sur les règles Sylvanet qui débarquent. Ça commence à devenir bien intéressant. On a vu par exemple qu'en début de partie, les Sylvanettes vont pouvoir choisir 3 éléments de terrain sur le champ de bataille, et en fait ils vont devenir des arbres. En fait, ils vont avoir les mêmes règles, des règles équivalentes que leur forêt. Et ça, c'est super fort. On rajoute à ça le fait que ces forêts vont soigner vos unités en début de tour. Ça va vous permettre de vous téléporter. Et nouvelle petit truc un peu sympathique, une fois par tour, vous allez pouvoir, après avoir combattu avec une unité, vous barrer dans les arbres. Donc ça va vraiment être insane au niveau des Sylvanettes. Les mecs vont taper, se barrer à l'autre bout du monde et tout. Je pense que ça va être une armée avec un mouvement assez dingue. Et évidemment, on vous tiendra au courant et vous verrez sans doute ça en rapport de bataille. Peut-être cet été, si Tigirius se chauffe bien sur la peinture, il nous ramènera peut-être tout ça cet été pour qu'on s'éclate un peu. Bah écoute, j'aimerais. Attends, comment je dis ça? J'aimerais. Je vous le dis. Je vous le dis. En tout cas, j'ai misé avec Tig. Bah, du coup, on a acheté la boîte à 2, on peut le dire. J'ai pris la partie de Skaven. Alors pour le coup, sur la partie Skaven, j'ai encore rien lu. J'ai juste pris un petit peu le bouquin, j'ai tourné les pages, j'ai dit ok, il y a 2-3 scénarios sympas à faire. Alors, petite question au chat, est-ce que ça vous intéresserait du coup peut-être un rapport narratif, on va dire, entre Skaven et Sylvanet, voilà, parce que peut-être ça peut vous intéresser pour qu'on se mette sur la tronche avec Tig, ou carrément on sort 1000 points ou 2000 points et on se tape dessus. Et deuxième petite chose, je suis un petit peu deg en faisant vite fait le calcul des points. Alors je sais pas s'il y aura une augmentation après des points ou pas, selon le BT, mais à peine 600 points, je trouve que ça fait lèche quand même sur du Skaven. Je m'attendais à 1000 points, vraiment. C'est souvent ça. Il y a combien de côté Sylvanet? En fait, j'ai pas fait le calcul. Je t'avoue, j'ai été un peu un escroc. Je me suis plus intéressé à la partie Skaven, mais je me suis dit, ça m'embête parce que du coup, t'as le mec il est incompréhensible. Le truc, c'est que tu vois, là, j'ai pas envie d'aller acheter un Startco. Un Startco pestilien là, avec leur espèce de creuset de la peste qu'il y a, ou acheter autre chose, un Vermilord et compagnie, parce que j'attends déjà de voir le BT, ce que ça va donner. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. C'est toujours pas de date, mais il y a de grandes chances que ça sorte. Moi, je pense qu'ils annoncent la préco ce mois-ci, donc on devrait la voir début juillet. Bon, bah écoute, début juillet, ça tombe bien, parce qu'au moins il y aura un peu plus de cash qui va rentrer dans. Après, je pense, j'ai aucune info, c'est vraiment moi, je pense de ce qu'on a vu, etc. quoi. Après, ce serait pas déconnant, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'embête un peu, tu vois. Je me dis 600 points. 600 points, t'as pas grand chose à rajouter. T'as pas grand chose à rajouter et tu peux te faire une petite liste à 1000 points, tu vois. Ouais, mais je suppose que s'il y a du Skaven, tu vois, là il y a 20 guerriers des clans et 10 guerriers un peu plus lourds, je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça. Ça veut dire que derrière, peut-être qu'il va falloir que je rajoute encore 20 guerriers des clans, peut-être pour faire un peu plus de populace. Peut-être des Stormfiend, Stormfriend, je sais pas comment il s'appelle, l'espèce de mec avec les racklings, là, les gros rats ogres avec des racklings. Ouais. Je pense que voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Après, ça va dépendre en fait de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu veux te faire une liste à thème, genre j'aime bien telle et telle figurine, je veux me faire une liste autour de ça. Dans ce cas, c'est toujours mieux d'attendre le BT pour savoir exactement ce que tu dois prendre. Après, si t'as juste envie d'avoir une armée Skaven, de varier, bah là tu peux te dire ouais, si je prends le Startco en attendant, je me prépare tout ça et puis de toute façon je jouerai un peu tout, je me ferai différentes compos quoi. Bah, pour le coup, tu vois, je sais pas, je me dis en fait j'ai envie de synergiser un peu, tu vois, j'ai envie de faire des armées avec de la. Il faut, de toute façon, tu vas devoir. Avec de la synergie, avec quelque chose qui est sympa à jouer, qui est pas non plus plombant ou rien à voir avec l'autre, la figurine avec celle d'à côté, va pas matcher ensemble et tout, c'est ce qu'il faut se dire, on le verra tout à l'heure quand je présenterai les Battle Tom, mais avec la V3, ils ont vraiment bien équilibré, ce qui fait que tu as quasi, je dis bien quasi, parce qu'à chaque fois tu as une unité qui se glisse dans les Battle Tom où tu te demandes ce qu'elle fout là, mais sinon tout est jouable en fait. Et même si des fois tu en as un petit peu plus fort et compagnie, même les trucs
Enfin, souvent tout est jouable, tout est intéressant dans différents contextes, etc. Et c'est à part une ou deux figurines qui vont peut-être être complètement paumées, dans l'ensemble, tu pourras tout jouer. Donc en fait, c'est là où il n'y a pas trop à t'inquiéter. Après, c'est aussi sage de ta part de te dire d'attendre un petit peu, comme ça tu peux préparer tes armées que tu vas avoir d'ici là, le temps de quoi. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que tu as une sortie de boîte ou de BT, tu as des gens qui se mettent à vendre sur Facebook, mais comme des En porcs, plus, à des prix hyper bas. En Skaven, je pense que là t'as des milliers d'occasions parce que la boîte, les gens, s'ils l'ont acheté, c'est pas pour les Skaven, hein, c'est pour choper les Sylvanettes. Donc à mon avis, le contenu là, tu peux le choper à gogo quoi. Surtout que ce sont des choses que les joueurs Skaven ont déjà et qu'ils n'ont pas forcément besoin, donc c'est bien pour les nouveaux joueurs. Mais exactement, et le pire c'est que la semaine dernière, on était à des mecs qui vendaient ça à 75 €. Là déjà, quand les dernières annonces que j'ai vues, c'est déjà descendu à 65. Donc t'as déjà 10 balles qui ont été baissées. Je pense que je peux attendre encore un bon mois, ça va descendre en dessous de 50 € et là ça va avoir le coup, tu vois. Et clairement... oui, ça va bien descendre. Écoutez, moi c'est tout pour les petites news AOS. On peut passer à la suite si vous voulez. Ça serait au tour de Mad Max du coup. Et oui, c'est à mon tour. Et du coup, je vais vous parler d'un petit jeu d'escarmouche, Mars Code Aurora. Alors, yes, alors attends, hop, je me prépare. Ah mince, non, j'étais lancé et tout. Allez, vas-y. Après toi, regarde, hop, t'es tout seul, vas-y. On t'écoute. Oh là là. Stresse bien, tiens. Allez, c'est y part. Alors, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Donc ce soir, je vais vous parler de Mars Code Aurora. C'est un jeu qui est sorti en mars 2021, par le studio 6201 et édité par Studio Tomahawk. Et c'est un jeu d'escarmouche de SF générique. Et en plus de ça, il est français. Alors, juste avant, j'ai dit que c'était un jeu générique. Pourquoi c'est un jeu générique? Parce qu'il n'y a pas de figurines qui accompagnent le jeu. Les figurines que vous utilisez, ça peut être des figurines de n'importe quelle gamme. Vous pouvez même recycler vos figurines de Warhammer 40 000 ou de 30K. Et oui, tout l'intérêt de ce jeu, c'est de pouvoir ne pas avoir à dépenser plus en figurines. Maintenant que je vous ai dit que c'était un jeu générique, je vous dis que c'était un jeu de SF, mais c'est quoi l'univers? L'univers, c'est de la science-fiction comme on les aime. C'est un peu de la science-fiction à l'ancienne. Dans un futur qu'on ne connaît pas, il y a une IA qui a été développée par les humains, qui s'appelle Europa. Cette IA a été la première à passer le test de Turing. En fait, l'intelligence artificielle la plus intelligente au monde. Elle est tellement intelligente et tellement importante qu'elle en est arrivée à être proche des gouvernements, même à intégrer des gouvernements. Au bout de 6 ans de cette intégration, Europa a dit aux humains, la Terre elle est foutue, pour que l'humanité survive, il faut coloniser Mars. Et pour ça, j'ai un plan. 11 arches ont été créées par les humains. 11 arches ont été envoyées sur Mars. Le voyage a duré 6 ans. Arrivé au bout de ces 6 ans et l'atterrissage sur Mars, il y a eu un incident majeur. L'Arche 11, qui contenait tout le matériel de terraformation et pour la prospérité de l'humanité, s'est crashée sur Mars, laissant l'humanité avec les quelques ressources qui se trouvaient dans les autres arches. Sachant qu'une autre arche contenant la plupart des ingénieurs, l'arche numéro 6, a eu une avarie pendant son voyage. Et des milliers de personnes sont mortes. Vous en doutez bien, qu'est-ce qui se passe avec les humains quand on est dans la mouise, on ne se serre pas les coudes, on se tape dessus. Et pendant près d'1 an, les humains se sont entretués, puis ils se sont aperçus qu'il y avait des ressources Mars qui pouvaient relancer une éventuelle économie, et puis à coup de persuasion monétaire et de coup de tonfa de la police militaire privée locale, l'ordre s'est rétabli. Le jeu se passe 3 ans après ces événements-là. Et 2 choses sont passées. La première, c'est que les humains ont rencontré leur première race alien. Venus en paix rencontrer les humains. Qu'est-ce qu'ont fait les humains? Ils ont flingué. Bon point pour les humains, rencontrent d'autres espèces, ils les tuent. Mais, surtout, et ça c'est le plus problématique, les humains ont creusé sur Mars et ont déterré quelque chose qu'ils n'auraient pas dû déterrer. Des créatures qui en fait vivaient dans les tréfonds de Mars et qui ont une passion, c'est manger des humains. Et dans ce cadre-là que se place le jeu.
Donc voilà pour la petite partie univers. Maintenant, je vais vous parler un peu du jeu, parce que bon, c'est bien beau de parler d'un univers, mais il faut quand même parler du jeu en lui-même. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu d'escarmouche générique, donc on peut utiliser n'importe quel type de figurine. Mais alors, comment on fait pour faire une liste d'armées, tout ça, si on peut prendre n'importe quelle figurine? C'est pas compliqué. Chaque figurine, chaque type de figurine, on va dire, a un rang qui va de 1 à 3. Le rang est très important parce que ce qui identifie le péon de base, rang 1, du soldat d'élite, voire même du grand commandant, rang 3. Et ce rang va aussi déterminer la taille du socle à utiliser. Donc une figurine de rang 1, le plus souvent c'est un socle de 25 mm. À rang 3, on s'approche plus du 60 mm. C'est ça qui va venir équilibrer et unifier finalement le jeu. C'est pas tant la figurine que vous utilisez, c'est son empreinte au sol via son socle, et donc son rang. Donc là, je vous ai expliqué basiquement et simplement comment on construit une liste d'armées. On va un rang 1, un rang 2, un rang 3, c'est sa valeur en points d'une figurine, et c'est la taille de son socle. L'ajout d'équipement ou de compétences sur une figurine, ça coûte 1 point, et le total du jeu se joue en 25 points. Si vous faites un calcul rapide de tête, ça fait qu'on va jouer généralement entre 8 et 15 figurines au grand maximum pour les plus populeuses. Là, je vous ai expliqué comment faire une liste. Vous allez me dire, bah, t'es marrant, Mad Max, mais ok, je sais faire une liste, mais comment qu'on joue? Là, je vais demander à Clément. Ah bah, il a déjà fait. Il est merveilleux, ce Clément. Oh là là. Donc, je suis le truc. Hein. Ah ouais, non mais bien, bien. Donc, on va avoir ce type de profil. Vous voyez, c'est un profil assez simple et assez épuré. Une figurine, elle a 4 caractéristiques et son arme en ont 3. La première caractéristique, c'est le mouvement. Si notre combattant a un petit 25 cm de mouvement. Laisse cliquer sur la diapo pour faire apparaître la petite animation. Voilà. Nous sommes dans le futur, messieurs. Donc voilà, ça c'est le mouvement qui se mesure en centimètres. Ensuite vient l'endurance, la volonté et la combativité. C'est pour les figurines en elles-mêmes. Et au niveau de l'armement, il y a la portée maximum, la rafale de l'arme et sa puissance. Là, c'est toutes les caractéristiques que vous aurez dans le jeu sur une figurine. Comment ça fonctionne? Déjà, il faut savoir une chose. Parce que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de caractéristiques, mais ça va nous mener où? Toutes les figurines touchent à 4+, quelles qu'elles soient. Et toutes les figurines ont 6 points de vie, quelles qu'elles soient. Là où la différence va se faire, c'est que vous tirez, vous attaquez une figurine, vous prenez la combativité, sa valeur, vous ajoutez la puissance de votre arme. Si vous êtes aux portées courtes, vous y rajoutez la rafale. Et de ce pool de dés que vous avez, vous venez enlever l'endurance de la figurine adverse. Et éventuellement les couverts et décors qu'il peut y avoir au milieu. Ça vous donne ce pool de dés. Pour chaque 4+, la figurine perd un point de vie. Et c'est là en fait où se jouent les sauvegardes et la complexité du jeu. C'est la figurine, plus elle est costaud, un robot ou un véhicule de combat, plus elle aura d'endurance. Par contre, un combattant qui est très bon, même avec une mitrailleuse, peut aller placer un tir dans la fenêtre de commandement du véhicule. Donc ça, c'est la première, vraiment la quintessence du jeu. En vous expliquant ça, je vous ai expliqué comment on joue. C'est pas plus compliqué que ça, puisque l'ensemble des autres éléments, comme par exemple interagir avec un objet, tout ça, suit la même règle. C'est-à-dire que c'est la volonté, par exemple. Bon là, n'en a pas, donc ça rentre dans la catégorie de je n'ai que 3D. Mais en général, la volonté donne un pool de dés qu'on va lancer sur 4+, donne le nombre de réussites, et si on a le nombre de réussites pour réussir son action, on la réussit. Voilà. Là, vous avez compris tout le jeu avec ça. Ensuite, vous parlez de quelque chose d'autre. Sur le jeu, c'est que les actions dans le jeu, elles sont hyper simples. Et je vais demander à Clément de me changer la diapo. Les actions dans ce jeu sont assez simples, puisqu'une figurine a toutes les actions qu'elle peut avoir. Elle peut faire ce qu'elle veut. Une figurine, elle peut courir, sauter, tirer. Voilà, elle peut décider de se jeter dans le vide en abattant le mec en bas et faire une nourade en arrivant. Elle peut. Les règles prévoient ça. On va avoir des actions dites génériques qu'on peut retrouver dans n'importe quel jeu. On va avoir aussi des actions cinématographiques. Des actions cinématographiques qui vont être un peu le sel du jeu, qui vont permettre des actions assez mythiques. Pour vous donner un exemple, dans mon cas, je fais une partie avec un camarade. Mon sniper accompagné de son officier sur la passerelle, pour se mettre en bonne position. En contrebas, une créature l'attend.
tire au grappin pour la faire chuter et la découper à la hache tronçonneuse. Action cinématographique, comme je l'évoquais. Donc vraiment, là-dessus, on peut faire ce qu'on veut. Le second point que je vais aborder, parce que là, je vous ai parlé des règles, je vous ai parlé des actions, mais et je vous ai parlé des listes d'armées, mais bon, bah, c'est bien, il y a un univers autour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nourrit un peu cet univers? Je dirais oui, parce que le jeu prévoit 8 factions. Ces 8 factions, en fait, sont liées au lore du jeu, mais aussi ont été prévues par les créateurs pour que n'importe qui puisse recycler ses figurines, quelle que soit la gamme, finalement, et en ayant un thème fort, une unité derrière lui, pour justifier d'aligner ces figurines-là. Et 8 factions, on commence par la première, c'est la domination. Et l'armée secrète de l'IA, Europa. Ce sont des cyborgs, des robots, des humains modifiés mécaniquement. Donc on peut y mettre un peu ce qu'on veut là-dedans. On peut reprendre ces Necrons, ces Skitari et autres figurines AT-43 pour les plus anciens d'entre nous. Donc voilà, c'est ce côté l'homme et la machine. Ensuite, on a la faction science. La faction science, c'est le progrès et le progrès avant tout. Ce sont des scientifiques cupides et en même temps avides de savoir. On pourra armer des humains génétiquement modifiés pour être des super soldats. Là, vous pouvez réemployer vos Space Marines ou même vos clones de Star Wars assez aisément. L'autre faction qui vient, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a eu des milliers de morts sur l'Arche 6. Ils sont pas morts en fait. Ils ont muté, ils ont survécu et ils ont qu'une envie, c'est bouffer des cerveaux. Et ce sont des zombies. Et si ça atterrit, les zombies se sont fait la malle. Donc là, bien sûr, vous pouvez réutiliser votre Death Guard ou toute figurine de zombies qui traîne dans vos affaires et vous pouvez vous monter à une faction assez facilement. Ensuite, autre faction, c'est l'égalité. L'égalité, je vous laisse imaginer si la CGT demain s'armait d'AK-47 et décidait de se battre contre le grand capital pour imposer une vision plus égalitaire du monde. Voilà, c'est l'égalité. Des combattants qui n'en sont pas, mais qui sont suffisamment nombreux pour faire bouger la bataille. Ensuite, comme les ouvriers ils sont armés, il fallait des gens bien armés. C'est la faction Ordre. Donc c'est cette police militaire privée, je nommais tout à l'heure, composée de tout ce qui se faisait en mercenaires, vétérans, criminels de guerre qu'on pouvait trouver sur Terre. Ils ont été embauchés par la société Empire et c'est la faction Ordre du jeu. Donc des flics plus. On approche de la fin des factions, on a la violence. Alors vous allez me dire, c'est déjà un peu violent tout ce que je vous ai annoncé. Non, la violence, en fait, ce sont des créatures. Les humains, pour pas faire les basses besognes déjà sur Terre, ont décidé de créer des êtres mi-humains, mi-animaux. Et ces créatures sont réduites en esclavage, maltraitées, tout ça, mais certaines ont réussi à s'enfuir et ont décidé de lancer une révolution de ces créatures pour libérer leur peuple et exterminer les humains. Et c'est eux la faction violence, c'est ces créatures-là. On peut s'amuser là-dessus. Au niveau conversion, je pense que c'est une des factions où au niveau conversion, on peut s'amuser le plus à faire des hommes cochons, des hommes tortues et des trucs comme ça. Vient ensuite les créatures dont je vous parlais tout à l'heure qui étaient dans les tréfonds de Mars, la faction faim. Donc, ce sont des créatures plus axées corps à corps qui n'ont qu'une envie, c'est boulotter et boulotter encore. Donc là, vous pouvez ressortir vos tyrannides ou même vos aliens d'Alien versus Predator pour les jouer. Enfin, pour finir sur ces factions, la toute dernière, c'est la faction Fortune. C'est une faction mercenaire où on peut prendre un peu de toutes les autres factions pour construire sa bande, bien sûr avec des restrictions et des malus, mais voilà, ça permet de faire quelque chose d'un peu hétéroclite si on n'a pas envie de se focus sur un truc et s'amuser à prendre toutes les figurines qu'on a envie. Voilà, j'ai fait le tour sur les factions. Serge Magneto. C'est bon, la peau. Alors, j'avais commencé à vous teaser tout à l'heure concernant les actions. Parce que, bon, je vous ai parlé de tout ça, là. L'univers, très bien. La liste, ok. Comment on joue? Bon, on lance des dés sur 4+, on touche et on fait des dégâts, ou on fait des actions. Il y a plein de factions, c'est rigolo, effectivement, voilà. Mais maintenant, ça se passe comment une partie? Une partie, c'est assez simple. On a un paquet de cartes, et quand je dis un paquet de cartes, c'est tout simplement un paquet de cartes à jouer classique de 54 cartes. Votre adversaire et vous-même, vous allez choisir la couleur que vous voulez, cœur, pique, carreau, ce que vous voulez. Vous allez prendre un nombre de cartes équivalent au nombre de figurines que vous avez dans votre bande. Vous allez prendre celle de votre adversaire fait de même, on prend tout ça, on mélange. Au début d'un tour, le premier joueur
tire une carte. Si c'est sa couleur, il active une de ses figurines. Si c'est la couleur de son adversaire, c'est son adversaire qui active une figurine. Simple, c'est facile. Il y a un côté hasardeux. C'est vrai que de jouer plus de figurines que l'autre, ça apporte un avantage. Mais en même temps, si on joue plus de figurines, c'est qu'elles sont plus faibles, etc., etc. Donc ça apporte de l'équilibrage, mine de rien. Et surtout, point important, c'est que quand on perd une figurine, on n'enlève pas sa carte du paquet. L'élite meurt moins vite que l'infanterie, que le piéton de base. Ce qui fait que celui qui est plus nombreux, s'il commence à perdre beaucoup d'hommes, bah, il va tirer des cartes et très vite il va se retrouver à court d'action, là où le joueur avec son arme d'élite pourra continuer à jouer. Finalement, le système permet d'équilibrer les forces d'élite contre les forces populeuses. Maintenant, voilà, je vous ai parlé des actions, de ce que vous pouvez faire une figurine, elle peut à peu près faire tout ce qu'elle veut, elle peut interagir avec le décor, sauter, faire péter les bâtiments, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, le jeu vous permet de le faire et vous donne même une règle pour le faire. C'est-à-dire que on n'a pas prévu ça dans les règles, tenez, voilà une règle pour faire ce que vous avez envie. Je trouve ça génial. Mais, il y a toujours un mais. Dans ce paquet de cartes, donc vous avez vos cartes et celles de votre adversaire, il y a des cartes drones. Les drones sont des PNJ qui sont sur la table et qui vont, à chaque fois qu'on tire leur carte, se déplacer. On a 2 sur la table. Le dernier joueur qui a tiré va attirer ses drones vers lui, la figurine qui a tiré. On se retrouve dans les 10 cm de ces drones, on ne peut que s'enfuir, on ne peut pas tirer. Je vous laisse imaginer l'intérêt tactique de ces petits drones. Parce que ce sont les yeux et les oreilles d'Europa, il ne faudrait pas se faire gauler par l'IA qui peut potentiellement te transformer en cyborg. Et autre élément important, il y a 2 drones comme je l'ai dit, mais il y a 3 cartes dans le paquet, parce que ces 3 cartes, quand elles sont tirées, quel que soit le moment du tour, c'est-à-dire que tout le monde est joué, que personne n'est joué, tout ça, si on tire les 3 cartes, le tour s'arrête. Et une partie ne dure que 5 tours. Donc il faut bien composer avec ça. On va y venir avec le scénario. Ah oui, les scénarios sont des scénarios asymétriques. Le déploiement se choisit comme à peu près dans n'importe quel jeu. On lance un D6 et ça nous donne le déploiement qu'on va utiliser. Mission, elle, chaque joueur va choisir sa mission. Elle peut être complètement différente de celle de son adversaire. On a 6. Il y a aussi 6 missions secrètes qui, elles, sont gardées vraiment de côté. Le joueur choisit sa mission secrète et la met de côté. Ce qui fait que chaque joueur a une mission connue de son adversaire et une mission inconnue de son adversaire. Et comme elles sont différentes de celles de son adversaire, les intérêts sur la map ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes choses à accomplir, donc je ne vais pas aller m'engager sur les mêmes choses. Je ne vais pas forcément aller à l'affrontement avec mon adversaire. Je sais que potentiellement ça met un risque à ma mission. Je veux remporter ma partie, donc je veux marquer des points. Mais mon adversaire a un intérêt à ce que je ne réussisse pas, que je vienne me battre contre lui, que je perde des points sur ma mission, parce que si je loupe ma mission, je ne gagne pas de points, mais lui en gagne aussi. En plus, s'il réussit sa mission, va gagner ses propres points. Je ne sais pas si vous imaginez, mais je prends un exemple. Je dois exfiltrer un VIP, mon adversaire doit récupérer des caisses au centre de la table. Filtrer le VIP, il ne faut pas que je fasse prendre des risques, mais il faut aussi que je l'escorte. Mon adversaire, lui, finalement, il a choisi de prendre une caisse au centre de la table, très bien, mais s'il y arrive, il va prendre des points facilement, là où moi je vais galérer. Et puis potentiellement, il peut m'envoyer ses soldats d'élite, donc il faut que je garde mes soldats d'élite à côté de mon VIP, et ainsi de suite. Fait que même si c'est asymétrique et même si on n'a pas des intérêts convergents, le fait que faire échouer son adversaire rapporte des points fait qu'il y aura une interaction de toute façon avec les joueurs. Et la poutre n'est pas une règle dans ce jeu, parce que finalement, on peut poutrer son adversaire. Si son adversaire, son VIP a survécu, il a remarqué ses points. Donc, et comme je vous disais tout à l'heure, 3 cartes de drone, la partie s'arrête, il n'y a que 5 tours. Je vous laisse imaginer, j'ai peu de temps, il faut vite que je fasse ma mission, il faut que j'empêche mon adversaire de le faire en évitant les drones. Donc la poutre n'est pas une option de jeu vraiment, c'est-à-dire que la table rase ça sert à rien, optimiser ça sert à rien. Le jeu se veut fun et en fait les règles font que le jeu est fun. C'est là où je veux en venir avec ce jeu, c'est que ça fait un peu fouillis, ça fait un peu beaucoup là d'un coup d'infos sur les scénarios. Et en fait, le côté asymétrique et ces règles simples que le jeu, de prime abord, les règles je les ai compris, banco. Et en fait, il y a une complexité tactique et stratégique qu'on ne voit pas de prime abord et qui, pour un petit jeu qui finalement a été édité par un petit studio français, a une richesse et un équilibrage qu'on ne soupçonnerait pas. Ce qui m'amène et m'approche de ma conclusion. Puisque Serge Magneto, merci. Ma conclusion, voilà, le jeu est facile à prendre en main. Les règles sont simples, basiques. Faire une liste, ça prend pas à comprendre, ça prend pas 2 plombes. Ma figurine a un rang 1 ou un rang 2, ça me coûte 1 ou 2 points. Prendre une option, ça me rajoute 1 point. Prendre une compétence, ça me prend 1 point. Une fois que j'ai mes 25 points, je sais que ça va lancer des dés, tout ça.
j'ai pas 36 000 règles de lancer de dés, je sais que j'ai un pool, ça, plus et plus, ça fait mon nombre de dés à lancer. Je dois faire 4+, sur 4+, je réussis mon action ou je blesse mon adversaire. Mais derrière, le système de paquets de cartes, le nombre de tours limités, les missions asymétriques font que le jeu aura une complexité et va demander une réflexion assez profonde pour où est-ce que je vais ou qu'est-ce que je fais. Après, vous inquiétez pas, je vous dis qu'il y a une profondeur tactique, mais une partie, ça dure 1h30, il faut pas s'affoler. Voilà, ça reste vraiment un jeu d'escarmouche pour jouer entre copains à l'apéro. Voilà, c'est-à-dire que le jeu, vous pouvez sortir votre tapis, l'expliquer à votre pote et jouer en 1h30, il n'y a aucun souci, sachant que comme il n'y a pas de figurines à acheter ou à peindre, votre pote joue à Warhammer 40 000, il sort ses figurines, vous vous aidez à faire sa liste, et banco, vous jouez. Le jeu, et ça c'est un point important, même si c'est un petit studio, le jeu, il est hyper suivi. Que on le sait des créateurs, qu'il y a un supplément qui est en route, pas la date de sortie encore, mais on sait qu'il est prêt et qu'il finisse les derniers peaufinages, plus de mise en forme que de bêta-test. Le jeu, il est prêt. Il va apporter d'autres factions, il va apporter un système de campagne, il va apporter un système de tournoi, il apporte même un système de coopératif jeu solo avec un système d'IA qui est vraiment pas mal. On sait que des suppléments sont prévus, notamment un supplément pour faire le jeu dans une version steampunk, et préparé par Grégoric. Donc c'est un YouTuber qui bosse avec les créateurs. Donc sur son blog, on a toute la bêta test pour la version steampunk du jeu, qui se passera aussi sur Mars. Voilà. Et on sait que dans les tuyaux, il y aurait une version médiévale fantastique, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Voilà pour ce que je pouvais dire sur ce point-là. Et pour conclure mon avis personnel sur ce jeu, même si je l'ai un peu donné dans ma présentation, c'est un jeu en fait qui pour moi apporte une fraîcheur dans l'univers du jeu de figurines SF, parce que étant un vieux joueur de Warhammer 40 000, ayant joué à toutes les versions d'Infinity, c'est un jeu que j'adore, mais c'est je t'aime moi non plus, je joue une faction, une version, je m'arrête, puis la nouvelle version je reprends et ainsi de suite, parce que le jeu est très complexe, tout comme 40 000. En fait, avoir un jeu de SF simple, où j'ai pas à me prendre la tête sur des règles, juste à prendre du plaisir avec mon ami et me concentrer sur ma stratégie, ça fait du bien dans l'univers du jeu de figurines. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur Mars Code Aurora. Je rends la main à Clément. Et nous revoilà. Waouh. Déjà, je vais lancer un petit clapement parce que bravo à toi. Bravo, je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, j'espère. En tout cas, bravo à toi. La régie se tire, voilà, elle en a marre. La régie, on a marre. Voilà. Je suis là, c'est bon. Non, très honnêtement, waouh. Alors déjà, bluffé par cette présentation parce que tu as très bien expliqué, très propre, très clair. Merci déjà à toi d'avoir bien synthétisé le jeu. Alors, déjà, première question. On est d'accord, hein, c'est un peu comme on n'est plus sur un format Kill Team, hein, on n'est pas sur un format 40K grande envergure, 2000 points, avec une chier de figurines sur la table. Ou AOS d'ailleurs, ça peut être pareil aussi. Honnêtement, je trouve ça hyper bien, le fait de pouvoir réutiliser ces figues. Je pense qu'à mon avis, ça va être l'atout gros du jeu, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'acheter une tripotée de figurines ou te lancer dans un starter. Moi déjà je trouve ça génial, tu vois, tu me dis on va jouer à un jeu où on utilise tes figurines existantes, go gars, carrément vas-y direct quoi. Il y a ça, et il y a aussi le fait, je trouve, parce que tu peux le voir de deux points de vue, c'est-à-dire que toi en tant que nouveau joueur tu te dis je prends mes figues, je débarque, je fais ce que je veux, et d'un autre côté tu te dis le jeu je kiffe, et en fait je peux me faire une armée full conversion avec plein de gammes différentes pour me créer mon truc à moi et kiffer en faisant vraiment tu vois ma DA entre guillemets, mon style, et ça c'est vraiment pour les fanats de la conversion, c'est vraiment fou. C'est les figurines que je montrais en exemple quand je présentais le jeu sur les diapos, c'est les figurines, c'est mes bandes à moi, enfin, certaines de mes bandes parce que j'en ai 16, il y a 8 factions, j'en ai 16, voilà, quand tu disais fan de conversion, et tu vois j'utilisais plein de gammes, j'ai même utilisé l'impression 3D, les Mandaloriens qu'on voit à un moment donné, c'est de l'impression 3D d'un très bon copain à moi. Et sinon, voilà, c'est des gammes différentes, des conversions à gogo, des sculptures. Il y a certaines pièces que je me suis amusé à sculpter certaines parties parce que c'est des figurines où je me dis pas, mince, si je joue à ce tel jeu, je pourrais pas les utiliser. Là, si je peux les utiliser, je peux m'amuser et les utiliser derrière. Ouais,
Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et puis le système de jeu, ouais, comme tu dis, est simple. Tu joues à 40K, je joue à 40K, nous jouons à 40K. Oh. Non, ouais. Non, franchement, ce jeu est parfois complexe, hein. Il amène son petit lot de complexité. Je trouve d'ailleurs qu'il se complexifie de plus en plus, hein. Je suis arrivé sur la V7, V6 ou V7. Bon, je dirais V6. Bon, non, je me suis vraiment mis à la V7. Mais je suis arrivé à la V6. Ben, je trouve que autant la V8, je la trouvais simpliste, plus accessible que les autres versions, autant la V9, je trouve qu'elle commence à se compliquer pour rien. Ce qui gâche un peu le jeu, c'est pourquoi d'ailleurs je tends plus vers AOS aujourd'hui, et pour d'autres raisons aussi. Mais là, tu vois, tu nous as parlé de ce jeu et je me dis, bah vas-y, c'est quoi, pourquoi pas, let's go, lancer une partie. À la limite, bon, aujourd'hui j'ai plus de décors, mais acheter 2-3 petits décors assez sympatounes, sortir 2-3 figues qui me restent, et ou tu vois, sortir les figues de 30K, et puis pourquoi pas aller jouer avec, parce que non, très honnêtement, c'est super intéressant. Super intéressant. Et alors, du coup, j'avais deux autres questions. Je me suis mis de côté des questions, puis comme un grand enfant, j'ai pas réussi à les noter. Mars Code Aurora, c'est français? Oui, c'est 100% français, ce que je disais. 100% français, ok. Voilà, c'est du créateur à l'éditeur, c'est que des Français. Que des Français, ok. Et ça existe depuis quand? Quand est-ce que ça a été créé? Je vais le dire rapidement au début de ma présentation, c'est depuis mars 2021. Mars 2021, oui, donc en fait, ça a même pas un an, quoi. Ça a même pas un an. Et ils ont pas fait de. Hein. Ils ont pas fait de Kickstarter pour lancer leur. Pas du tout. En fait, comment ça s'est passé, c'est sorti un peu avant. Les mecs ont eu cette idée de jeu, ils ont testé, ils l'ont sorti en auto-édition au départ. Ouais. Il y a Studio Tomahawk qui leur a fait: les gars, on aime bien votre concept, si vous voulez, on vous édite. C'est fou ça. Voilà. Et alors, ça a commencé un peu de façon un peu confidentielle. Le jeu est sorti, ça se parlait un peu dans les milieux de figurines, un peu, on va dire un peu sombre. Les mecs les mecs que généralement qu'on relais dans les caves, dans les clubs de Warhammer 40 000. Voilà. Donc, tu connais pas tel jeu. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Mars Code Aurora? Voilà. Je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai qu'au début c'était un peu confidentiel. Et c'est vrai que le groupe Facebook qui existe, Mars Code Aurora, a fait un boom à un moment donné, puisque en fait, même si j'en publie pas beaucoup, c'est vraiment, il y a ce côté. J'aime le jeu, je présentais un peu mes figurines, posais 2-3 questions sur les règles, et puis je vais attraper mes 2-3 potes avec qui je joue à 40K, et les gars, on va jouer à autre chose pour une fois, voilà. Et les mecs, même s'ils jouent pas tout le temps, de temps en temps, ils se font une partie, histoire de changer un peu, et sans se prendre le chou, sans avoir à réingurgiter un gros livre de règles, quoi. C'est cool. C'est vachement cool. C'est vachement cool. Bah écoute, quand tu veux pour m'initier à ce jeu, parce que j'ai vraiment Alors, attends, apprécié mes baskets. Non, parce que c'est vachement sympa. Puis c'est ouais, comme ça amène une fraîcheur, effectivement, quelque chose de simple, que tu peux réutiliser des figues. Puis c'est très dans l'air du temps, quoi, parce qu'aujourd'hui, bon, on parle beaucoup de comment dire, d'écologie et compagnie. Là, je pense qu'il n'y a pas plus écologique, hein. Réutiliser ses figurines déjà achetées, c'est bon pour le porte-monnaie aussi. Comme je disais, c'est un jeu pour Scarlix, hein, effectivement. Donc j'espère qu'il a bien pris note. En tout cas, Mad Max, je te remercie pour cette présentation et je te félicite parce que c'était topissime. Bravo à toi. Merci beaucoup. Est-ce que ça ne serait pas l'heure de passer à notre cher ami Clément? Clément, est-ce que tu peux rajouter ton son s'il te plaît? Parce que tu parles sans son. Effectivement, je sais pas ce que j'ai remis tout à l'heure du coup. Je l'ai coupé et je ne l'ai pas remis.
Ah là là, Clément. Je voulais rester discret, voilà, je voulais pas trop qu'on m'entende. Du coup, je disais, on va reprendre un peu parce que du coup personne m'entendait à part vous deux. Du coup, j'ai acheté les 2 Battle Tom parce que ce sont 2 de mes armées. Dans l'ensemble, ça reste plutôt bon, même si j'ai une petite déception. Et justement, on commence par la petite déception. Du coup, déjà, ça commence. Bon, on va dire c'est joli parce qu'il y a un très joli artwork, ça c'est cool. Mais c'est un peu le seul point positif de ce Battle Tom. Je suis un peu méchant avec parce que j'attendais beaucoup mieux. À mes yeux, je dirais que c'est le pire Battle Tom V3 en termes d'ADN, d'armée. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un Battle Tom V3, c'est juste ils ont repris le Battle Tom de l'année dernière et ils ont juste changé la couverture, ils ont dit regardez, c'est nouveau. Et c'est grosso merdosa. Mais attention, c'est pas parce que je n'apprécie pas tout dedans qu'il est mauvais, loin de là, il est je pense très très bon, et même à mon avis tu peux faire des trucs sacrément dégueulasses avec ces petites règles qu'on te propose ici. Dans l'ensemble, en fait, en gros, au niveau de l'allégeance, on a quelque chose de V3. C'est-à-dire que on a une allégeance qui est plutôt bien foutue, qui va utiliser un peu les règles de la V3, qui s'est adaptée à la V3, donc à ce niveau-là, c'est nickel. Et ensuite, on a les War Scrolls, et là, par contre, c'est juste la copie conforme de ce qu'on avait l'année dernière à 2-3 trucs près. Donc c'est plus là où je suis déçu, parce que j'aurais bien voulu qu'on ait une refonte globale, quelque chose de repensé, vraiment une ADN de réécrite, et en fait ils ont juste repris ce qui était l'année dernière, ce qui est pas non plus déconnant, parce que on sait très bien que Games a pas mal d'avance quand ils font leur bouquin, et je pense que celui-ci a été écrit limite que l'autre n'était pas encore sorti, donc forcément ils ont pas pu prendre en compte les défauts du précédent, etc., etc. Mais il reste jouable, il y a des trucs à faire, si vous kiffez l'armée, vous pouvez toujours jouer avec, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je noterai quand même un petit déséquilibre entre les elfes et les médusés, encore une fois. Les archères ont droit toujours à leur règle cheat grâce à Moratti qui peut les faire tirer 2 fois par tour. Donc vous doutez que tout de suite, quand tu as une unité qui est prévue pour tirer 1 fois mais qui tire 2 fois, ça nique un peu l'équilibrage. Petit défaut, du coup, c'était le gros défaut même du Battle Tom l'année dernière. Ils l'ont pas changé. Ils l'ont laissé, ce qui rend les archères toujours utilisables. Par contre, à côté de ça, elles ont un coût en points qui est bien au-dessus de ce qu'elles méritent réellement elle toute seule. Donc du coup, dès que tu les joues sans Moratti, en fait, tu payes une taxe que tu ne devrais pas payer. Donc pour moi, il y a des petits soucis comme ça. On a aussi une énorme différence. Franchement, j'ai pas fait les stats. Enfin, je les ai faites, mais je n'étais pas là pour vous les présenter. Entre du coup ce qu'on voit sur l'image, c'est-à-dire les petites elfes à droite et les médusés au milieu. Mais vous avez vraiment une différence de létalité qui est monstrueuse en fait. Mais vraiment, en fait, c'est assez fou. C'est-à-dire que les petites elfes, qui coûtent moins cher de base, sont très facilement buffables. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'avoir la présence de certains héros et elles vont devenir monstrueuses. Et t'imagines, juste en gros, pour te donner une idée, ce sont des packs de 10, elles ont 3 attaques chacune. T'en fais un petit pack de 20, ça te fait 60 attaques. Tu peux finir T2 en 2+2+, Rennes-1, 1 dégâts. Et si tu passes le bon sort, c'est du 2+2+, Rennes-2, 2 dégâts. Voilà, ça te tombe tout en fait, juste n'importe quoi. Donc ça n'a aucun sens. Je trouve ça un peu con. Donc, à mon avis, c'est le genre de truc qui va se faire déboîter à coup de ah bah tu vas monter à 140 points, ce qui était pas très très cher là, pour l'instant. Donc je suis un peu déçu. Après il y a des bonnes choses, par exemple l'avatar de Kane, qui est une figurine que j'adore. Tiens, j'en ai un là. Hop. L'avatar. Tac. Oui. Le petit avatar. Cool. Et avant, si vous vous souvenez, ceux qui ont joué, ceux qui les ont affrontés, l'avatar a besoin d'être activé via une prière, sinon en fait il ne bougeait pas avant le tour 3. Par contre il pouvait se faire tabasser, ça y avait pas de souci, hein, il encaissait. Et à partir de maintenant il est activé dès le premier tour, il est ultra résistant, il a une avule à 5, il a les aptitudes de monstre sans être un monstre et il est immunisé aux aptitudes de monstre adverse. Il tape toujours comme un fou. Donc c'est juste une figurine que tu kiffes à voir en fait parce que ton adversaire lui ne la kiffera pas. Donc j'ai une petite question, Clément, Ouais. de te couper. Ouais. L'avatar qu'on a chez les Eldar,
il n'est pas compatible malheureusement à cause de la taille du socle. Je sais pas si tu as vu le tout petit socle en fait de cet avatar qui est sur un socle de 40 et moi j'aurais kiffé avoir le nouveau, mais je pense qu'on va devoir attendre avant d'en avoir un tout joli, tout beau. C'est vrai que putain ça donne très envie, mais je crois que l'autre c'est un socle de 80, donc c'est quasiment le double. Enfin, il me semble que l'avatar de 40K est bien plus gros. Donc, bon, dommage, malheureusement, pour la prochaine fois. Ça sera une autre fois. Mais vous inquiétez pas, les petits avatars là, ils tabassent bien. Donc ça fait plaisir. Mais du coup, j'avais une autre question. Ouais, j'ai plein de questions ce soir, c'est chouette. Vas-y. Par rapport à justement ce problème de létalité, enfin pas ce problème de létalité, mais on va dire de létalité par rapport aux autres codex, même si ça reste jouable comme tu le disais, parce que bon, on n'est pas que là pour la poutre fake et net et pour la méta, hein, on est là aussi pour le fun, surtout pour le fun d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas en préparation de la future, je parle dans le futur, V4, où là ça sera peut-être plus axé sur elle, sur ce codex là? Je pense, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ce que je peux te dire en fait, c'est que oui, effectivement, ce bouquin, enfin, cette armée est de base très létale, mais en fait, elle n'a aucune résistance. Voilà. Donc t'as vraiment, bah, tu vois, c'est des nanas en slip qui se battent, et malheureusement, bah, elles sont non plus pas très résistantes. Ça reste en plus un peu de l'élite. Enfin, ça reste quand même du PV qui coûte un petit peu cher, donc voilà, en fait, si tu veux, ça va taper fort, mais par contre, si jamais ça se fait taper avant, ça vole très facilement, très facilement, malheureusement. Après, par contre, ce côté très infanterie va beaucoup ressortir avec la prochaine saison de Gur qu'on devrait avoir du coup cet été, donc juillet normalement aussi, qui va mettre beaucoup plus en avant les troupes et les unités de ligne. Donc là-dessus, par contre, le Battle Tom, même le prochain, donc le Night Hunt là qu'on a vu, va totalement kiffer. D'ailleurs, à mon avis, Sylvaneth et Skaven vont être à peu près dans le même mood, parce qu'ils ont beaucoup d'unités de masse, on va dire, beaucoup de monde. Ça vole comme les elfes contre Sauron dans le premier film SDA. C'est exactement ça. On a tous l'image en tête là. C'est exactement ça, franchement. Et c'est même en fait, ce qui est fou, c'est que même les unités d'élite, donc là tu vois sur l'image que je présente, les 5 mélusés en plein milieu là, ça vole aussi vite en fait. Sauf que ça coûte beaucoup plus cher. Ça fait très mal quand ça vole. Il y a que Andrew Moratti qui est vraiment l'exception à tout ça, parce qu'elle a une règle spéciale qui lui permet de ne pas pouvoir perdre plus de 3 points de vie par tour. Ce qui fait que cette figurine est sûr certain de rester au moins 2 rounds complets, donc 4 tours, avant de mourir. Et c'est juste, bah, du coup, ça rend la figurine extrêmement forte. Et en plus, elle est fun à jouer. C'est très sympathique. T'avais posé une question? Et bah, c'est surtout que je me dis, ce qui me fait chier, c'est que étant ancien joueur de Warhammer Fantasy Battle, les Furies, donc celles qui sont toutes à droite de l'image, je me souviens des packs de 20 Furies avec le char, avec le gros char qui est au fond à gauche, je m'en souviens. Tu te les mangeais, t'avais beau être un nain et tanker comme un porc, tu volais à une vitesse mais énervé. En fait, je détestais jouer contre les elfes noirs. Mon meilleur ami jouait que elfes noirs d'ailleurs. J'ai pleuré des larmes de sang tous les jours. Alors franchement, et tu vois, quand je vois aujourd'hui que effectivement c'est beaucoup moins létal que les médusés, sachant que les médusés je les trouve très jolis. Hein, moi les médusés, en fait j'ai une armée full médusés, et en fait c'est là où j'ai un peu la haine, tu vois, c'est un peu les moins fortes des trois, tu vois. Je suis en mode putain, fait chier quoi. C'est les figurines d'élite, et en fait elles sont un peu plus fortes de base, mais en fait elles sont beaucoup plus compliquées à buff par rapport aux autres. En fait les autres, suffit de la présence de 1 ou 2 héros que tu auras toujours dans tes listes, et elles deviennent insane. En fait, par contre, les médusés, les héros, il faut qu'ils fassent des trucs spéciaux. Tu vois, par exemple, t'as un héros qui peut donner une attaque en plus, mais il doit tuer une figurine. Donc du coup, il faut qu'elle tape en première, c'est-à-dire qu'elles vont se prendre une salve dans la gueule avant de taper pour avoir leur attaque en plus. C'est pas très rentable. Donc en fait, t'es là en mode, bah, du coup, je vais juste les utiliser toutes seules avec l'allégeance de base. Elles peuvent déjà te retrouver rapidement en 2+2+, donc c'est déjà pas mal. Mais ouais, t'as un petit déséquilibre. Après, par contre, faut voir que c'est une armée qui va craindre énormément le tir. Parce que tu n'as pas de règle de garde du corps, par exemple sur les petits héros. Donc tu vois, par exemple, je te parle des Witch Elf, donc qui ont changé de nom, c'est les Erines, un truc, Eriné, je sais plus, qui vont être du coup très facilement buffables avec la présence de certains héros. Sauf qu'en fait, les héros n'ayant aucune règle garde du corps, en fait, un petit héros à 6 PV, si t'as du snipe, si t'as du tir,
bah, tu le fais sauter, et là les figurines elles ont perdu une grosse partie de leur létalité. En fait ça va se jouer là-dessus, du coup dès que t'as du tir, cette armée-là, tu vas lui rironner. Par contre, il faut tirer avant parce que ça va vite. Tu peux vraiment faire des trucs où l'unité va traverser la table en 2-2, sachant que ce sont des unités qui peuvent courir et charger. Ça te finit dans ton nez T1 et ça te lève la gueule, tu rigoles pas. Donc c'est... Alors j'ai pas encore joué, donc là-dessus je vous ferai des retours dès que j'aurai pu jouer, mais j'ai surtout potassé le bouquin, c'est surtout un retour de ce que j'ai lu, de ce que je vous fais là. Je pense que l'armée est quand même meilleure que ce qu'elle était l'année dernière. Je suis une grosse déception parce que j'attendais mieux des Battletome V3, parce qu'on a bien vu les Battletome V3 qu'on a jusqu'à maintenant qui sont vraiment oufissimes, avec des ADN incroyables, et on va le voir juste après d'ailleurs avec Nighthaunt. Et eux en fait ils sont arrivés en mode bah en fait on est comme avant. Bonjour, on fait comme avant, on se vite fait adapter sur notre allégeance, donc même l'allégeance je trouve qu'elle colle plus trop, parce que tu te retrouves avec une armée qui va juste essayer, pour faire simple en fait, elles ont un tableau qui s'appelle les rites de sang, qui chaque round, donc il y a 5 rounds dans le jeu, et en fait à chaque round ça vous donne un bonus supplémentaire, et en fait la majorité des règles du jeu vont tourner dans essayer de choper les rounds, enfin les bonus le plus tôt possible, donc essayer de donner des buffs aux meufs pour dire bah toi t'es déjà round 3 au niveau de ce tableau là, donc t'as déjà les 3 premiers bonus, etc. Tout ne tourne que autour de ça. Donc évidemment là-dedans vous avez des plus 1 attaque, enfin plus 1 touche, plus 1 blessure, des invuls à 5, plus 1 à la course, plus 1 à la charge, donc ça devient très vite, ça court dans tous les sens, ça fait très mal. On va s'arrêter là-dessus pour les docs, et on va passer aux petits fantômes, qui eux par contre, c'est mes chouchous. Là, clairement, sur les deux tomes, il y a pas match. Tu vois, je suis désolé pour les docs qui sont ma deuxième armée. Et ben en fait, ma troisième armée est bien meilleure sur cette version. Et ça fait bien plaisir. Alors, clairement, ils ont revu la totalité du Battletome. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on avait en V2 et ce qu'on a là, ça n'a plus rien à voir. On retrouve certaines petites notions telles que l'éthéré, le fait que c'est l'armée complète, ne pas subir les modificateurs de sauvegarde. C'est-à-dire que l'unité elle a une sauvegarde à 4, tu peux taper avec la perforation que tu veux, elle aura toujours sa sauvegarde à 4. Par contre, elle peut pas non plus avoir de bonus positifs, donc elle aura pas non plus de possibilité d'améliorer sa sauvegarde. Mais ça donne quand même une armée assez tanky. Après, faut se méfier du 4, ça peut être très aléatoire. T'as vite fait de tout foirer, comme t'as vite fait de tout tanker. Faut s'en méfier, mais déjà, ça te fait une résistance qui est plutôt bonne. T'enchaînes à ça avec une invule présente sur toute l'armée, pas besoin de bulles avec les héros ou quoi que ce soit. L'armée entière peut se désengager chargée, et ça, c'est super fort, et ça va être encore plus fort avec la suite, puisqu'ils ont une nouvelle règle. Oh, oula, j'ai perdu vos 2 têtes en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai plus de connexion? Oui, je n'ai plus de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Et bah alors, on a un problème de connexion. Ne vous inquiétez pas, ce sont les Russes qui nous hackent. Attention, on revient. Attention, on arrive. C'est bon, on en a récupéré un, on a récupéré le deuxième, il arrive. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est un coup de repas là, c'est un coup de repas, j'ai dit du mal de la domination pour ça, ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'aventure des jeux encore qui a fait des bêtises. Non, je n'ai touché à rien. Ni juré. Écoutez, c'est bon, vous avez récupéré. Bon, tout va bien. Désolé à tous. Hop, on revient là-dessus. Bon, ne vous inquiétez pas. Du coup, je disais, ils peuvent désengager et charger, et ça s'enchaîne super bien avec la règle la plus importante de cette armée, qui s'appelle la vague de terreur. En fait, à chaque fois que votre unité va charger, vous allez avoir un tout petit tableau de 3 lignes, très simpliste, qui va vous dire que selon le résultat de votre charge, vous allez pouvoir mettre un malus à l'unité pour le tour en cours. Enfin, pour la phase de combat suivante, exactement. Et ces malus sont cumulables, et ces malus peuvent devenir très très violents, parce que vous avez la possibilité... Selon le résultat de mémoire, c'est de 4 à 7, vous pouvez mettre un -1 à la touche. Vous pouvez faire déjà bien mal là-dessus. Ensuite, c'est du coup de 8 à 9, c'est -1 à la sauvegarde adverse. Et 10 ou plus, c'est l'unité tapera en dernière.
qu'en fait, si t'arrives à te faire à 2 charges à 8 ou plus, que tu fous 2-1 à la sauvegarde de ton unité et que t'arrives avec une reine -1, c'est comme si tu tapais avec une reine -3. Donc, même les mecs blindés tels que des Stormcast vont pas rigoler du tout face à ça. Parce que ça va pas faire plaisir. En plus, tu peux très bien t'amuser à foutre des tapants derniers. C'est-à-dire que t'arrives avec toute ton armée. Parce que celle-là, clairement, cette armée, en fait, ça va être une nuée de fantômes qui va voler dans tous les sens, qui va venir taper dans tous les sens. Donc vous allez jouer un maximum d'unités pour mettre un maximum de fois des malus. Donc en fait, vous allez vous retrouver à mettre beaucoup de manus sur les unités adverses. Je pense que les armées avec peu d'unités vont pas trop kiffer jouer contre ça, parce que tu prends des géants par exemple, chaque géant va se taper 5 ou 6 malus dans la tronche, ils vont pas rigoler beaucoup, tu vois. Non, c'est clair. Ça va faire très très mal. Donc clairement, en fait, ils ont réussi à faire une ADN incroyable sur cette armée, parce que en jeu, tu vas vraiment avoir cette nuée de fantômes qui va se balader sur le champ de bataille, sachant qu'elles volent toutes les unités volent, elles peuvent se désengager, elles ont des mouvements de 8. Franchement, ça se balade, ça fait ce que ça veut sur le champ de bataille. Vous avez même des unités qui ont des meilleurs mouvements. Vous prenez par exemple les cavaliers X-Race, qui eux ont déjà un mouvement de 12 de base et qui ont une possibilité de doubler s'ils veulent à chaque tour. Tu te retrouves avec des unités qui se déplacent à 24, qui volent, qui vont... Enfin vraiment, c'est incroyable. Vous avez beaucoup d'unités qui peuvent se TP, vous avez de la FEP. Franchement, super bien. Vous avez même de nouvelles aptitudes qui s'adaptent à leur jeu. C'est-à-dire que par exemple, on connaît tous le +1 de sauvegarde quand votre adversaire vous cible pour pouvoir vous défendre. Ces unités-là ne pouvant pas se donner des bonus de sauvegarde, en fait, ils ont une règle équivalente en fait pour pouvoir améliorer leur invul. C'est-à-dire que de base, ils sont sur une invul à 6. Et si vous le voulez, vous pouvez en servir pour passer sur une invul à 5. Donc vous pouvez vous retrouver avec des unités qui ont une sauvegarde à 4 éthérée, et derrière, vous pouvez avoir une invul à 5. C'est super fort, c'est super résistant. Vous avez même des héros qui vont augmenter leur résistance. Vous allez avoir vraiment plein de choses. Certaines qui vont plus se jouer sur du repop. Vraiment, vous allez vous éclater. Moi, je peux vous dire, je suis en train d'en peindre là derrière. J'ai du Nightone qui est en train d'être peint parce que voilà, il faut les sortir, les petits fantômes. Et vous n'allez pas tarder à en voir, je vais pas vous mentir. En tout cas, super Battle Tom. Encore une fois, dedans, tout est jouable. Je crois qu'on a vraiment une seule unité qui est perdue. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Cette unité, elle a l'air d'être pas trop mal, mais en fait, quand tu regardes le coup en point par rapport à ce qu'elle fait, c'est 4 points de vie, 4 figurines, 1 point de vie chacun, une attaque chacune, 110 points, bah non, ça c'est nul. donc bye bye en fait. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Tu te dis là, comment vous êtes arrivé ici? Donc non, c'est un peu bizarre, mais voilà, dans l'ensemble, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Vous avez toujours Nagash qui est présent et qui peut être joué avec cette armée. Donc Nagash, c'est la moitié de votre armée hein, quand vous le mettez, et lui il va vous faire des blagues, et donc vous pouvez vraiment vous éclater. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, je pense que vous allez très vite voir ce Battle Tom en partie, parce que des deux, c'est celui qui m'a le plus hype, clairement. J'entends. Ah non, franchement, dis-toi que l'armée, en fait, j'avais commencé il y a 1 an, un peu à la faire, sauf que j'avais l'ancien BT, j'attendais que les bouquins, comment ça s'appelle, les Mortal Realms, sortent les unités qui m'intéressaient. Donc j'étais un peu en mode, bon, bah, ça va attendre, tu vois, je suis pas pressé. Là, j'ai vu le bouquin, j'ai lu juste l'allégeance, et je me suis dit, mais c'est trop bien. Et alors attention, c'est bien, mais c'est pas non plus pété. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du 4K, sur du 4+, donc un peu d'aléatoire là-dessus. Ça va être une armée qui va être malheureusement des fois un peu aléatoire, parce que si vous n'arrivez pas à avoir vos bons malus à la charge, si vous foirez un peu trop vos saves, ça peut vite se retourner contre vous. Vous n'avez pas non plus énormément de rip-hop, selon la liste que vous avez fait. Donc c'est pas non plus évident, on va dire. Après, je pense qu'il y a des match-up qui vont vraiment morfler contre cette armée. Je pense que des match-up qui n'ont pas beaucoup de save et qui n'ont pas de saturation, ils vont vraiment chier. Donc là-dessus, franchement, il y a des trucs à faire. Je suis impatient d'en voir de plus en plus, parce que là, ils avaient été un peu abandonnés avec leurs règles, et là, ils sont arrivés avec quelque chose de super fort, et ça fait plaisir. Donc on va en voir beaucoup. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon je pourrais continuer pendant des heures à vous dire que ce Battle Tom il est trop bien et qu'il faut l'acheter. Acheter. Ah, d'ailleurs aussi, alors petite notion, petit truc en plus, c'est le premier Battle Tom que je vois qui est vendu avec du coup une petite fiche comme ça, avec des jetons en fait, qui sont des jetons pour vous mettre. Donc tous les malus dont je vous parlais à la charge en fait sont directement prévus. Donc dans tous les Battle Tom, hein, j'ai pas pris une édition spéciale ou quoi que ce soit, c'est le Battle Tom de base, et ils vous fournissent directement ça avec
pour pouvoir noter tous vos malus, parce que quand tu vois le nombre de jetons qui te filent, tu comprends que tu vas foutre beaucoup de malus à chaque tour. Donc ça va être marrant. Mais voilà, c'est ces petits trucs en plus, et je me dis que c'est toujours sympa. J'ai pas précisé tout dans la légence, mais évidemment, on reviendra. Alors, je reviendrai sans doute aussi sur ces 2 BT une fois que les FAQ seront sortis. Parce que, on sait pas, il y a peut-être certaines règles qui aujourd'hui, on se dit, waouh, elles sont trop bien, et en fait, demain, il y a un truc qui va changer dedans, et en fait, ça sera nul, ou inversement. Donc, il faut se méfier. Par exemple, Unity que je vous ai dit qui était nul à chier, il suffit d'un petit errata, et en fait, demain, elle est super forte. Donc, ça peut aller vite. Aller très très vite. Eh ben, merci beaucoup Clément. Eh ben, de rien. Merci pour ces 2 présentations. Écoutez, dans le chat, je sais pas si vous avez craqué ou si vous allez maintenant craquer du coup pour ces 2 petits BT. Nighthaunt, je les ai connus moi en V2, je jouais contre, j'ai un ami, ouais c'est clair, il faut de la money. C'était combien le BT, juste comme ça par indication? Je crois que c'est 40 balles, ouais. 40 balles, ouais. 40 balles, les BT sont à un prix défiant toute concurrence. C'est faux. C'est totalement faux. C'est 42,50 €. Ouais, ben voilà, non, mais ça vaut. Effectivement, ouais, faut ce qu'il faut. Faut ce qu'il faut. Ouais, je me dis toujours, tu vois, sur un Sons of Behemoth. Un Sons of Behemoth, pardon. Behemoth. 40 €, 42,50 €, ça me fait mal au cul. Parce que je me dis clairement. Pour 4 ça vaut pas le prix. C'est ça, pour 4 War Scroll et un bout d'histoire, ça me fait chier. Par contre, sur un Stormcast, ça vaut le coup. Parce que sur un Stormcast, voilà, t'as de quoi faire. T'as de la masse. Donc, non, clairement, bon. Voilà, c'est pas forcément le point fort de Games Workshop, on sait. Tu vois un peu la différence tu vois la différence de taille entre un Stormcast et mais oui. et un dock par exemple. Non mais c'est clair, mais dis-toi à l'époque où ils avaient sorti sur 40K, pour ceux qui ont connaissance, ils avaient sorti Space Marine et après ils avaient sorti par chapitre. Ah oui, le petit truc, ouais. Le petit supplément, je peux te dire que ça avait gueulé. Bon, tout le monde les a achetés, hein. Moi le premier, hein, je suis parti, j'ai acheté. Ouais, dans ce cas j'avais pris Ultramarine et Salamanders. Voilà, mais bon, maintenant on n'est pas là pour critiquer les prix, hein. On sait, on aime ça et on continue. Donc voilà. En tout cas, un grand merci à vous deux pour vos petits sujets qui étaient fort bien intéressants. Pour rapidement conclure, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram. N'oubliez pas que chacun a aussi sa petite page Facebook, son petit Instagram. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le Facebook de Mad Max qui est très bien entretenu et sur lequel il pose pas mal de photos et ainsi de contenu. On a aussi Clément qui nous balance des très jolies figurines sur son petit Instagram, je vous conseille d'y aller. On a aussi la chaîne YouTube sur lequel vous avez les replays des émissions. Sur le Twitch, vous avez aussi le replay de certains lives, notamment les lives peinture, où en général c'est la bonne ambiance, je peux vous le dire. Prochainement sur la chaîne, vous allez avoir entre rôlistes. Vous allez avoir aussi du Super Fantasy Brawl, ça va continuer à se battre. Vous allez avoir les cartes sur table, vous allez avoir la Ludic Squad, vous allez avoir toutes les petites émissions que vous aimez bien. On va aussi avoir des rapports de bataille, je suppose. Tu peux me confirmer ça, Clément, peut-être? Oui, ça, on est en train de regarder, mais on devrait avoir dans très très peu de temps. Dans très pas peu de de temps. propos non plus, c'est-à-dire pas demain, mais dans les semaines à venir. Non, c'est cool, c'est hyper cool. Moi, je vous annonce que je suis en train de m'organiser de mon côté pour faire un futur rapport de bataille en live sur Song of Ice and Fire. Il faut juste que je me dépêche de prendre mes Lannister. Sachant que j'ai eu la boîte de Skaven qui vient d'arriver, donc forcément là je me tâte à prendre quand même les Skaven, on va se mentir. J'ai envie de les prendre, donc on verra ça. Vous allez me retrouver en tout cas très prochainement. Je pense que je vais lancer un petit live sur un jeu vidéo, je sais pas, je me tâte encore sur le dernier Diablo.
je me dis, tiens, pourquoi pas, allez, pourquoi pas se lancer Allez. dedans, allez, on va y aller, voilà. Donc je sais pas, peut-être je lance une idée comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, et puis aussi sur le du JDR, vous aurez une vidéo sur la Légion des 5 Anneaux, hein, la présentation du kit du MJ par ma personne. Et vous aurez aussi, bien sûr, Star Wars. On a commencé l'épopée avec notamment Mad Max qui était là, la création de perso. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et aussi l'anneau unique, hein, pour vous utiliser quelques petits JDR comme ça. Donc il y aura du lourd, du très très lourd. Et je vous le dis maintenant, pour certains d'entre vous qui auront la chance de monter sur Paris, le premier week-end de juillet, vous aurez la chance de nous croiser sur Paris Ludique. Donc, je ne sais pas exactement qui y aura encore dans l'équipe, mais en tout cas, vous pourrez me croiser à Paris Ludique, ça c'est sûr et certain, je serai présent. Et puis, bah, ce sera peut-être le moment d'échanger autour peut-être d'un verre d'alcool ou non, on n'en sait rien, d'un sandwich si vous voulez me le payer, et d'échanger sur les jeux qu'il y aura à Paris Ludique et sur d'autres choses, il n'y a pas de souci. Clément, un dernier mot. Voilà. Voilà. Ça sera tout pour moi. Notre cher Corben Dallas est de retour. Il m'avait manqué. Mad Max, un dernier mot pour la fin. Écoute, je suis très content d'être là ce soir avec vous deux. Et puis bon, bah, Paris Ludique, je pense que j'y serai également. Ah, bah c'est cool. Donc on se verra. De toute façon, je t'avais promis, si je peux emmener dans un de mes bars favoris à Paris, où ils font du excellente bière, j'emmènerai. Bah cool, parce que en plus, ça tombe bien, je ferai garder le gamin et puis j'aurai ma femme avec moi. Donc comme ça, au moins, tu vois, alignement des planètes, c'est bon. J'aurai ma femme avec moi, mais j'aurai mon gamin, moi, par contre. Ah merde. Oh, il est sage, il est PV encore, il est sage. Ouais, bon, puis on le fait voir, t'inquiète. Et ben, en tant que dernier mot de la fin, je vous dirais juste rendez-vous samedi à 11h pour lâcher des gros billets. Je vous dis à toutes et à tous très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.